Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix. Bonjour, ici Lydia Duchesne et bienvenue à Ça se passe chez vous. Aujourd'hui à l'émission, le sismologue Maurice Lamontagne, Ariane Bernier de la SPCA de Charlevoix et Jean-François Dubé du Service de sécurité incendie de Baie-Saint-Paul. Bonne émission! Bonjour à tous, bienvenue à vous sur le plateau. Nous avons également M. Maurice Lamontagne en visioconférence avec nous aujourd'hui. Alors, on se fait un petit tour de table pour vous présenter. M. Lamontagne, vous venez aujourd'hui nous parler de la grande secousse qui aura lieu quand? Ce sera jeudi le 15 octobre à 10h15. C'est l'exercice citoyen pour se faire face à un tremblement de terre, pour se préparer. Donc, cette semaine, très bientôt, en fait, oui. Ensuite, M. Jean-François Dubé, donc du Service de sécurité incendie de Baie-Saint-Paul. C'est une semaine importante, cette semaine? Oui, semaine de prévention des incendies qui vient de terminer dimanche dernier, mais la prévention, ça s'étale sur toute l'année. D'accord, donc on en parle plus en détail tout à l'heure. Et Ariane Bernier de la SPCA, donc on fait la lumière sur une nouvelle réglementation. Oui, sur la loi du gouvernement provincial, dans le fond, qui encadre tous les chiens dangereux. Oui, donc qui concerne précisément les chiens. Exactement. Parfait. Donc, on revient ensemble plus tard. Monsieur Lamontagne, on commence avec vous. Donc, Maurice Lamontagne, vous êtes sismologue. On discute aujourd'hui de la grande secousse. Donc, qu'est-ce que c'est, la grande secousse? Bien, la grande secousse, c'est un exercice citoyen de préparation au tremblement de terre. Alors, cet exercice-là a commencé en Californie et puis depuis 2013, ça se fait au Québec. Et en fait, en 2013, ça s'est fait au Québec pour la première fois dans Charlevoix. Vous avez lancé le mouvement qui atteint maintenant tout le Québec. Et puis, l'idée, c'est de faire comme si se produisait un tremblement de terre. Alors, les gens sont amenés à se réfugier sous un bureau ou une table solide et à ce moment-là, s'agripper à une des pattes et faire comme si, par exemple, tout autour d'eux vibrait. Et l'idée, c'est de développer le réflexe si jamais il se produisait un tremblement de terre dans votre région, comme il s'est produit à 5 reprises dans le passé, des tremblements de terre assez importants. Oui, parce que Charlevoix, vous me disiez, on est la zone la plus active à l'est du Canada, c'est bien ça? Oui, dans l'est du Canada, vous êtes la région où, historiquement, il y a eu des tremblements de terre les plus importants. Et puis, année après année, dans votre région, on enregistre entre 200 et 250 petits tremblements de terre, dont environ entre 1 et 5 sont ressentis par la population dans Charlevoix. Oui. Il y a une petite vidéo de sensibilisation qui a été faite en partenariat avec la MRC de Charlevoix. Justement, à l'occasion de la grande secousse, on y commémore un tremblement de terre qui a été plutôt important ici, celui de 1870, pardon. Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier lors de ce tremblement de terre-là? Bien, dans la région de Charlevoix, il y a au moins 5 tremblements de terre qui sont reconnus comme étant de magnitude 5,5 et 7 sur l'échelle Richter. Et il y avait en 1663, 1791, 1860, 1870 et 1925. Okay. Et puis, le 20 octobre prochain, ça va faire 150 ans que celui de 1870, qu'on évalue autour de magnitude 6,5 sur l'échelle Richter. Sur une magnitude, le maximum, c'est quoi, c'est 10? Bien, au cours du 20e siècle, le plus fort, c'était 9,5. Mais l'échelle Richter, c'est trompeur parce que quand vous passez, par exemple, de 6 à 7, c'est 10 fois plus important sur ce qu'on enregistre sur un sismographe. D'où l'importance de la décimale là, dans l'échelle. Oui, certainement, certainement. Donc, 6,5, c'est considéré un tremblement de terre important. Et d'ailleurs, il y avait eu des dommages non seulement dans Charlevoix, mais de l'autre côté du fleuve, dans Kamouraska, et puis même à Québec et Trois-Rivières. Il y avait eu des dommages constatés lors de ce tremblement de terre-là. Je dirais que c'est peut-être le deuxième plus important historiquement dans la région de Charlevoix. Des dégâts importants, donc j'imagine aussi pour l'époque.
Oui, absolument. On estime que son épicentre était dans le secteur Baie-Saint-Paul, les éboulements et puis l'île aux Coudres, parce que c'est là qu'on avait constaté les dommages les plus importants. Et à l'époque, lorsque les gens écrivaient sur ce tremblement de terre-là, on parlait de fontaines d'eau et de sable qui jaillissaient. Et ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène de liquéfaction des sols. C'est quand les sols en profondeur, lorsque les ondes sismiques se propagent, ça devient comme de l'eau qui est propulsée avec force à la surface. Et puis en plus, il y avait eu quelques glissements de terrain. Et puis on pense aussi qu'il y aurait eu 2 jeunes victimes de ce tremblement de terre-là aux éboulements, parce qu'il y avait eu plusieurs maisons qui s'étaient écroulées dans la région des éboulements. Donc, ces tremblements de terre-là ont forgé un peu le paysage aussi. J'imagine est-ce qu'on peut voir des résultats de ces tremblements de terre-là qui ont eu dans le passé? Bien, ici et là, dans la région de la rivière, dans la vallée de Rivière-du-Gouffre, il y a certains glissements de terrain qui ont été associés à celui de 1663. Et puis, en fait, Saint-Joseph-de-la-Rive, c'est un immense glissement de terrain qui avait été causé par le tremblement de terre de 1663. Donc, celui-là, on l'estime autour de 7 sur l'échelle de Richter. Ah oui, OK, c'est fort, là. Très fort. Ah oui. Très, très fort, oui. Est-ce qu'on note une évolution de l'activité sismique dans Charlevoix? Est-ce que c'est quelque chose qui évolue ou c'est plutôt instable? Bien, depuis 1978, on a un réseau de sismographes dans votre région avec 4 stations sismographiques, donc 4 sismographes sur la rive nord et 4 sur la rive sud. Et puis avec ça, on peut bien localiser les épicentres des tremblements de terre et on sait maintenant qu'ils sont pour la plupart sous le fleuve Saint-Laurent, avec quelques-uns très près du fleuve le long de la rive nord. Et puis, grosso modo, ça va de Petite-Rivière Saint-François jusqu'à l'île aux Lièvres à peu près. La plupart sont sous le fleuve Saint-Laurent, à des profondeurs entre 5 et 25 km sous la surface. Okay. Donc, bien en dessous du fleuve, parce que le fleuve, au plus profond dans votre région, c'est 150 mètres de profondeur. Et là, on parle de 5 à 25 km sous la surface. Okay. Alors, chaque année, on en enregistre à peu près 200 petits. De temps à autre, je dirais à peu près aux 5 ans, on va enregistrer une magnitude 4. Et à ce moment-là, ça va réveiller les gens parce que les vibrations vont être intenses. Souvent, les gens m'ont rapporté que c'est comme s'il y avait eu une explosion dans leur sous-sol. Oui. Et puis, à peu près aux 20 ans, on a une magnitude 5 qui, là, à ce moment-là, peut faire trembler plus fort les gens, mais aussi qui pourrait causer des dommages légers aux cheminées, par exemple. OK. À quel moment, là, on juge qu'un tremblement de terre est assez fort pour qu'on mette en pratique, justement, ce qu'on nous montre pendant la grande secousse? Bien, moi, je dirais à partir de magnitude 5. Naturellement, s'il survenait un tremblement de terre, disons, de magnitude 6, au début, vous ne savez pas la magnitude. Alors, si vous sentez que ça tremble, à ce moment-là, ce serait bon de développer le réflexe d'aller sous un bureau et une table solide. Parce que dépendamment de la distance que vous êtes de l'épicentre, les vibrations les plus intenses vont prendre plus ou moins de temps à frapper. Alors, c'est pour ça qu'il faut savoir développer ce réflexe. Et si vous avez des enfants, par exemple, c'est juste de leur mentionner que ça pourrait arriver un jour, et puis voici ce qu'on fait, et puis papa, maman sera avec toi, si jamais ça arrivait. Il ne faut pas les traumatiser, ce n'est pas le but, c'est juste de savoir quoi faire. Et d'ailleurs, si vous réagissez correctement, à ce moment-là, vous serez beaucoup moins frappé par un événement comme ça. Bien, c'est de se préparer comme on le fait avec les incendies aussi. On va justement en parler tout à l'heure. C'est le même principe, finalement. Même principe. Et puis aussi, bien, après un tremblement de terre, souvent, par exemple, l'électricité pourrait partir. Alors, rappelez aux gens d'avoir des batteries, d'avoir des bougies, se préparer, finalement, comme toutes les autres urgences, où on dit aux gens, pensez à être autonome pendant 72 heures. Donc, pendant 3 jours, là, pensez à l'eau, pensez à l'électricité, des batteries pour votre radio pour pouvoir aussi communiquer avec les gens. Je vous dirais, dans le cas d'une urgence, par exemple, il est possible que le téléphone, les lignes soient surchargées, mais les textos, ça marche bien lors d'urgence. À ce moment-là, vérifiez auprès de vos parents et amis si tout va bien par texto plutôt que se déplacer.
parce qu'après un tremblement de terre, justement, il pourrait y avoir eu des mouvements de terrain, donc des glissements de terrain, ou peut-être les feux de circulation ne fonctionneront plus. Alors, c'est plutôt par texto qu'on devrait penser à vérifier si tout va bien auprès de nos parents et amis. D'accord. Et puis, si on est à l'extérieur pendant que survient un tremblement de terre assez important, c'est quoi la meilleure place où se protéger? Bien, ce serait au milieu d'un champ vraiment, parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien qui pourrait vous frapper. Si vous êtes près, par exemple, d'une maison ou d'un édifice, c'est mieux de s'éloigner à ce moment-là. OK. Parce que souvent, ça pourrait être, par exemple, des murs de briques qui pourraient céder ou des cheminées qui pourraient tomber. Donc, c'est pour ça, encore une fois, qu'on dit que si vous êtes à l'intérieur, ne pas sortir à ce moment-là, mais bien rester à l'intérieur de la maison, sous un bureau, une table solide. Lors OK. des forts tremblements de terre, ça peut être suffisamment fort que vous ne pourrez pas marcher, vous ne pourrez certainement pas courir, vous allez tomber et probablement vous faire mal. Alors, avec le réflexe de se mettre à l'abri, vous serez Et de prémunis contre s'agripper ce aussi risque-là. qu'il y a dans, C'est dans ça. le Oui. cycle là, à suivre, là, oui. Oui, Pour- s'agripper, puis l'idée, c'est que lors des vibrations, il se pourrait que la table se déplace au-dessus de vous. Si vous vous agrippez à elle, elle va rester. Ah, C'est-à-dire que vous allez bien rester en dessous de la table. Oui. C'est ça l'idée. oui, oui, oui. Pour les curieux qui voudraient en savoir plus sur les activités sismiques au Canada, suivre ce qui s'est passé, des fois, on se fait réveiller la nuit par un tremblement de terre. Ouais. Tout le monde s'en parle, mais si on veut savoir il était où, c'était quoi la magnitude, où on peut aller consulter tout ça? Il y a le site séismecanada.ca, séisme au pluriel. Et puis, à ce moment-là, si c'est au milieu de la nuit, ça va prendre peut-être une demi-heure avant qu'on le mette en ligne, la localisation et sa magnitude sur l'échelle de Richter. D'accord. Et je crois, pour l'avoir visité, le site, je crois qu'on peut aussi donner nos impressions, ce qu'on a ressenti selon le lieu où on était. Absolument, oui. En fait, ça nous aide beaucoup lorsque les gens nous disent, par exemple, je suis aux éboulements, je l'ai ressenti, etc. Mhm. En fait, il y a 2 jours, pas 2 jours, mais le 12 octobre, il y en a eu un au milieu de la nuit. Puis il y a 2 personnes qui sont allées sur notre site pour rapporter qu'ils l'avaient ressenti. C'est un tremblement de terre de magnitude 2,7, alors c'était pas très fort sur l'échelle de Richter. Mhm. Mais lorsque vous visitez notre site et vous nous dites comment vous l'avez ressenti, ça nous aide toujours dans nos recherches. Merci beaucoup. Finalement, on se laisse avec la Grande Secousse. Donc, le vidéo fait avec la MRC de Charlevoix, il est sur le site de la Grande Secousse, c'est bien ça? Oui. Et puis, on peut s'inscrire aussi pour participer à la Grande Secousse. Qu'est-ce que ça donne de s'inscrire? Bien, quand vous vous inscrivez, finalement, vous faites partie de tout un réseau. Et puis, à ce moment-là, ça nous indique que, justement, il y a de plus en plus de gens qui savent comment se préparer, comment faire face à un tremblement de terre. Et puis, à ce moment-là, vous pourrez participer à un grand événement qui est non seulement juste dans Charlevoix, il y a la grandeur du Québec et même partout dans le monde. Alors, la Californie, le Japon, l'Alaska, tout le monde fait l'exercice en même temps cette journée-là. Ah oui! Ah, super, merci beaucoup, M. Lamontagne. Donc, Maurice Lamontagne, sismologue. On fait une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Nous sommes de retour avec Ariane Bernier de la SPCA. Bonjour, Ariane. Bonjour. Ariane, depuis cette année, les maîtres de chiens doivent payer un nouvel enregistrement pour leur animal. Peux-tu nous expliquer c'est quoi cette nouvelle réglementation-là? Oui, c'est une réglementation qui vient du gouvernement du Québec, dans le fond, qui pourra encadrer tous les chiens en vigueur avec les chiens dangereux. Vous avez sûrement entendu un peu dans les médias tout ce qui s'était passé. Donc, le gouvernement du Québec a décrété qu'il fallait que tous les chiens du territoire de Québec, du Québec, soient répertoriés finalement à l'aide de licences. Les villes avaient le choix de le faire eux-mêmes par rapport à leur ville ou encore de le référer à une autorité compétente. Donc, c'est pour ça que c'est la SPCA qui gère les licences. Et puis là, il y a des gens qui avaient déjà l'habitude d'avoir un enregistrement avec leur chien qui était c'était au niveau de la municipalité. J'imagine que ça se faisait avant pour autre chose, en fait. Il n'y avait plus aucune licence dans Charlevoix depuis 5 ans. OK. Avant ça, il y en a eu un petit peu dans Charlevoix-Est, mais ça fait 5 ans que tout avait été aboli là, à ce niveau-là. OK. Donc là, c'est complètement une nouvelle liste, finalement, une nouvelle licence. On recommence à zéro, en effet. OK. Puis, cette réglementation-là,
C'est quoi les sanctions qui peuvent être liées à cette réglementation-là? Le gouvernement du Québec a mis ça très salé, malheureusement, Oui. pour les contrevenants. Si votre chien n'a pas sa licence, vous pouvez avoir une peine d'amende de 250 La licence est au coût de 25 fait que vous comprendrez que ça vaut la peine de la prendre là, versus le 250 d'amende. Mais le gouvernement a mis ça plus large que ça aussi. C'est pas juste des licences. Là. Il y a vraiment des règlements plus approfondis pour les chiens dangereux, les chiens qui ont déjà mordu, les chiens qui sont à risque de mordre. Même monsieur, madame, tout le monde, s'il y a un chien de plus de 20 kilos, 45 livres environ, doit porter un harnais ou un licou de marche dans des lieux publics. Aucun chien peut se trouver non plus sur un territoire qui n'est pas le terrain de son propriétaire, finalement, aussi. Là. Donc, puis là, à ce moment-là, on parle d'amende quand même de 500 là. Fait que c'est plus les frais, fait que ça monte très, très vite. Et puis ça encore, c'est aussi mis en action par la SPCA au niveau des amendes? On est vraiment autorité compétente là-dedans. Je tiens à le préciser, par contre, qu'on ne ferait pas ça pour le fun. L'argent ne va même pas à nous. Là. C'est vraiment, ça va aux municipalités à ce moment-là. Les municipalités, par contre, ont décrété que, vu qu'on toute la logistique pour les médailles, que le 25 nous revenait là, pour nous payer, dans le fond, pour la logistique des médailles. Mais pour ce qui est des amendes, là, c'est pas nous qui a l'argent, finalement. Oui, il faut faire la distinction, parce que ça avait quand même fait jaser aussi là, le frais, bon, ce qui n'est pas astronomique du tout là, pour la médaille. Donc, vous, finalement, ça vous aide justement à remplir toute l'administration qui est liée avec ça, là, parce que là, c'est pas juste de faire une liste Excel. C'est plus de gestion que ça. On a acheté un logiciel, donc c'est des coûts là-dessus. Il faut rentrer le client, il faut rentrer les chiens, il faut acheter les médailles aussi. Donc, il y a beaucoup de frais reliés à ça. Donc, ça nous permet pas mal au moins de payer tous ces frais-là. Puis là, cette liste de chiens-là, en fait, elle répertorie les chiens à travers tout le Québec à un même endroit, c'est ça? Non, nous, dans le fond, on est vraiment rien que pour Charlevoix. Okay. Donc, de Baie-Sainte-Catherine jusqu'à Petite-Rivière-Saint-François, en passant par les TNO, là, mais c'est vraiment notre bloc. Mais par contre, si, par exemple, un chien serait répertorié dangereux, je pourrais appeler la municipalité de où il vient, puis il serait dans l'obligation de me dire si oui ou non il était dangereux dans l'autre région d'avant, finalement. Fait que le statut dangereux d'un chien va suivre le chien, peu importe où il déménage. Ça. OK. Puis, à partir de quand un chien est considéré comme dangereux? C'est quoi l'acte irréprochable? C'est sûr que tout ce qu'on parle d'agressivité, donc s'il a mordu un autre animal ou qu'il a mordu un humain, il peut être détérioré comme dangereux, finalement. Là. Par contre, c'est plus compliqué. C'est pas comme il mord puis il est dangereux. Il faut vraiment faire faut aller rencontrer un vétérinaire en spécialiste canin. Après ça, on fait des démarches là, pour dire est-ce que c'est un incident externe, une bataille de chien pour un bout d'os, ou si c'est vraiment de l'agressivité. Oui. Et puis, là, c'est pour les médailles. On avait... à ma dernière connaissance, on avait jusqu'au mois de juin pour enregistrer nos chiens. Là, les dates ont été changées. Oui, bien, COVID s'est installé dans toutes nos vies. Je crois qu'on est toutes tannées de le dire, mais ça, c'est la réalité, malheureusement. Donc, on se donnait jusqu'au mois d'octobre pour enregistrer les chiens sans sanction, finalement. C'est sûr que si... Aujourd'hui, je ne reçois pas des médailles, ils n'auront pas de sanction. Là, on s'entend, là, je les prends toujours. Là. Mais si vous avez une plainte ou je reçois une plainte, dire mon voisin, son chien n'est pas enregistré, je suis sûre, je ne l'ai pas vu la médaille, puis nous, on regarde dans le logiciel puis qu'il ne l'est pas, à ce moment-là, sur base de plainte, là, on pourrait aller émettre une contravention, en effet. OK. Dans cette nouvelle loi-là, il y a le fait aussi de garder tout le temps ses chiens en laisse. Dans les lieux publics, oui. Dans les lieux publics. Est-ce que, il y a eu une grande demande au niveau de Baie-Saint-Paul pour avoir un lieu où on peut faire courir nos chiens. Dans Charlevoix, là, on en a-tu des endroits où on peut laisser les chiens lousses? Non, il n'y a aucun parc à chiens dans Charlevoix. C'est sûr que si il y en aurait un, bien, c'est écrit dans la loi qu'on a le droit de le détacher dans le parc à chiens. Oui. C'est l'intérêt. Mais oui, présentement, là, vu qu'on n'a pas de parc à chiens, donc tous les parcs
qu'il y a. D'ailleurs, on a eu l'aide des cadets de la police cet été, qui ont émis des petits feuillets justement pour expliquer aux gens que c'est important qu'ils gardent le chien attaché là, dans les lieux publics, surtout sur les plages, autant à Saint-Irénée qu'à Baie-Saint-Paul. C'est des places où que les personnes trouvaient ça plaisant de les faire courir, mais malheureusement... Dans les sentiers aussi, j'imagine, ça doit arriver souvent. Exactement, oui. Qui sont lâchés lousses. Si par inadvertance, là, mon chien se détache ou la laisse lâche, puis le chien s'en va, des gens décident de porter plainte. Est-ce que je m'expose automatiquement à une amende ou il y a un processus là aussi? Ça va être du cas par cas. Reste qu'on est humain. Si on voit que la laisse s'est détachée, En plus, si c'est jamais arrivé, bien... Écoutez, on est capable de comprendre exactement. Mais c'est sûr et certain que si ça fait 2-3 fois, bien là, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des amendes. Là. Mais je vous dirais que pour l'instant, on n'est pas au stade vraiment très, très punitif. On est plus sensibilisation. Probablement qu'un jour, ça va venir aussi pour tout le monde. Il y a encore beaucoup de monde qui ne connaissent même pas cette loi-là. Puis c'est pas les municipalités qui ont demandé ça, c'est vraiment le gouvernement du Québec. C'est vraiment important que le monde le comprenne parce que souvent, ils disent « ben là, pourquoi ils font ça? » Mais c'est pas eux, c'est vraiment le gouvernement qui nous a mis ça dans le cours, là, finalement, puis qu'on n'a pas le choix là, de le faire respecter. Oui. Et puis, si j'ai un nouveau chiot qui arrive, une portée, les éleveurs, c'est quoi le délai qu'on a pour enregistrer les chiots? Si vous acquérez un chiot, vous avez jusqu'à ces 3 mois. Fait que normalement, on les a autour de 2 mois. Fait que vous avez quand même un bon mois pour le faire. Pour les éleveurs, c'est tant que la mère est sur place, vous avez jusqu'à 6 mois. D'âge. Fait que si, par exemple, vous auriez une portée puis qu'il y en a qui ne viennent pas les chercher tout de suite pour X et autres raisons, bien, vous avez quand même jusqu'à 6 mois d'âge là, pour les enregistrer. OK. Et puis, si je vais chercher, j'adopte un chien, par exemple, dans un refuge, mais à Québec, est-ce que je dois venir vous le signaler ici? S'il y a déjà sa médaille, est-ce que j'ai-tu une responsabilité à prendre par rapport à ça? Oui, bien, dans le fond, nous, entre refuges, on se parle, dans le fond, mais nos listes puis nos coordonnées, ils ne joignent pas. Fait que, si on ne se parle pas, il n'y a rien qui va arriver. Fait que c'est sûr que si vous allez dans un autre refuge, bien, il faut que vous venez l'enregistrer à votre adresse principale. Donc, si c'est ici à Baie-Saint-Paul, bien, il faut vraiment que vous nous appelez, nous, pour enregistrer votre chien. Si, par exemple, vous adoptez directement au refuge à la SPCA, nous, on offre la licence pour la première année dès l'adoption. Donc, vous adoptez un chien, bien, vous avez déjà votre licence pour 1 an là, qui est inclus. Puis tout va être répertorié dans notre logiciel. Dans votre banque de données. Exactement. Là, OK. Puis là, jusqu'à maintenant, ça se passe comment? Est-ce que les gens sont réceptifs à tout ça? Est-ce que... Oui, mais je crois qu'il manque encore beaucoup de chiens parce qu'aujourd'hui, là, je pourrais même vous dire quasiment à la minute près, là, on est à 1880 médailles. OK. Je m'attendais autour de 3000 chiens dans Charlevoix, fait qu'il m'en manque quand même passablement, là, du moins à mes estimés. Là, si on considère que quasiment un foyer sur 2 a moins un chien, je pense qu'il m'en manque encore, là, mais à ce moment-là, bien, plus qu'on en parle, plus que le monde en sait, puis à ce moment-là, plus que notre banque de données va être réelle. Oui. Puis il faut rappeler que c'est pour la sécurité, en fait, là, cette loi-là. Là. Elle a sa raison d'être. Ce n'est pas qu'une façon d'aller chercher de l'argent non, pas de du plus. Tout. Puis, si vous perdez votre chien, la manière qu'on a fonctionné avec notre logiciel, c'est qu'on l'a tout sur nos cellulaires. On est capable d'écrire le nom de la médaille, puis à l'instant même que vous m'appelez, je suis capable de vous dire ce chien-là que vous venez de trouver avec tel numéro de médaille, il est à 2 maisons de chez vous. Fait que, tu sais, à ce moment-là, on est capable même de retrouver les chiens très, très, très rapidement. Là. Il y a une médaille, il y a une puce dans les médailles, c'est ça? Ou... C'est le numéro. OK. Avec le numéro, moi, je suis capable de le rentrer sur mon cellulaire, puis ils vont me le donner directement. C'est quoi à quel endroit il a été signalé? L'adresse du dossier. L'adresse de la personne, dans le fond. Si vous trouvez un chien puis vous me donnez le numéro de la médaille, je suis capable de vous dire à vous, ce chien-là que vous venez de trouver, il est à telle adresse. Fait qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir me dire, ah ben oui, je viens de le trouver à côté. Fait que, des fois, ils ne sont pas nécessairement loin non plus. Est-ce qu'il y a des patrouilles prévues ou on fonctionne plus par plainte? Ou, Pour l'instant, ça va être vraiment par plainte. C'est sûr que si je tombe sur un fait même, bien là, à ce moment-là, en effet, je vais pouvoir agir. Par contre, il n'y aura pas il n'y a aucun recensement dit dans la loi. Donc, c'est vraiment la responsabilité du propriétaire à signaler. C'est sûr que si
je parle en pompier, tu sais, des fois, vous allez justement dans les maisons, puis vous vous en rendez compte, puis que les animaux sont pas super le fun, ben tu sais, c'est bien qu'on le sache aussi en même temps quand on se présente dans ces places-là. Fait que peut-être qu'on sera appelé à se parler plus souvent. Ou encore, si vous m'arrivez et dire « Hey, je suis à telle maison, ça a l'air que peut-être un chien, c'est-tu vrai? » Mais moi, je suis capable de taper l'adresse puis vous dire « Oui, il y a un chien à cette adresse-là, c'est telle race. » Vous allez savoir. Sur un aussi, lieu d'incendie, par exemple. Exactement. Ou, fait que ça serait super rapide de vous dire si oui, en effet, il y a des chiens. Charlevoix, on ne demande pas pour les chats. Fait que c'est vraiment juste les chiens qui sont répertoriés là, au niveau des médailles. Là. Avez-vous un chien? J'ai pas de chien. Il n'y a plus ça dans les casernes de pompiers? Non, mais on se fait demander souvent, par exemple, des collants pour mettre dans les vitres à l'entrée. Là, ici, un chien, 2 chiens, 3 chiens. Ça, on se le fait... J'en ai. Oui, vous en avez, c'est parfait. On voulait refaire dans ce cas-là. Oui, en effet, j'en ai. À la SPCA, on peut se procurer ces affiches-là? OK. Oui. Qu'on colle dans les fenêtres. Oui. Pour répondre à votre question, on n'a pas dalmatien à la caserne. Non, c'est cliché, ça. C'est cliché, oui. Mais ça doit bien avoir une histoire, tout ça? Sans doute, mais je ne la connais pas. Je ne peux pas te renseigner là-dessus. Bon, OK. Merci beaucoup, Ariane. Juste en terminant, si on veut le lire, le détail de cette loi-là, est-ce que c'est sur le site de la SPCA ou ça serait plutôt sur le site du gouvernement? Ça va être vraiment sur le site du gouvernement. Par contre, si vous m'écrivez en privé sur la SPCA, je peux toujours vous envoyer le lien direct. Là. Okay. Sur le Facebook? Exactement. Okay. Sinon, allez lire les règlements municipaux de chacun de vos municipalités. Dans le fond, ils l'ont tous mis à jour, le règlement de qualité de vie, avec les nouveaux... En appliquant la nouvelle loi. Finalement, okay. Fait que tout le monde a changé son règlement municipal de qualité de vie. Fait qu'à ce moment-là, vous allez être capable de plus facilement. Oui. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. On retourne en pause et on se revoit tout de suite après avec Jean-François Dubé du service de sécurité incendie de Baie-Saint-Paul. Rebonjour parmi nous. Bonjour Jean-François Dubé. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Donc, vous êtes assistant-chef au service de sécurité incendie de Baie-Saint-Paul. Exact. Donc, vous nous disiez, la semaine de prévention des incendies vient tout juste de se terminer, mais on ne s'arrête pas là. La prévention, ça dure toute l'année. Donc, du 4 au 10 octobre, une fois par année, on essaie de mettre l'accent sur la prévention. Le premier responsable, c'est toi. C'est le slogan de la semaine de prévention incendie. Donc, tout s'axe un peu autour de ça. Il a fallu faire preuve un peu d'imagination en 2020 avec COVID oblige, comme tu disais plus tôt. Oui, il faut capter l'attention d'une autre façon. On essaie. Donc, vous avez fait ça comment? On a fait des nouvelles capsules humoristiques de prévention. Donc, le message est tout aussi important, mais on l'a amené de façon un peu plus humoristique en faisant des parodies, soit d'infopubs ou des parodies de films muets ou des parodies de quiz télévisés ou d'autres capsules qui vont venir au cours des prochains jours. Là. Ah oui, c'est à suivre. Il faut suivre la page Facebook pour ne pas manquer une capsule de prévention incendie, mais elles sont très bonnes. C'est très drôle. Bon, prévention incendie, il y a des choses qu'on sait déjà, qu'on se fait répéter à chaque année. N'empêche qu'il y a quand même des incendies qui sont causés par des manquements là-dessus. Des manquements beaucoup. L'automne arrive, donc les cendres de foyer, c'est toujours problématique. Oui. Le manque d'avertisseurs de monoxyde de carbone, c'est méconnu un peu, monoxyde. Également les articles de c'est sournois. C'est très sournois. On ne le voit pas venir, là, lui-là. Monoxyde, vous connaissez? Bien, oui. Bien, en fait, c'est un gaz qu'on ne sent pas vraiment. Exactement. On ne se rend pas compte qu'il est là et puis ça peut avoir des impacts assez dramatiques. Nocifs, exactement. Donc, le monoxyde, c'est un gaz inodore, incolore. Il va se dégager de toute combustion, que ce soit un poêle à bois, une fournaise à l'huile, un propane ou une voiture dans un garage. Donc, si on a un garage annexé à une résidence ou un poêle à bois, le détecteur de monoxyde de carbone est obligatoire dans la réglementation. Oui. Il y a des modèles qui se vendent pour mettre plus au sol, d'autres un peu plus en l'air, donc il n'y a pas de problématique. Le monoxyde, c'est pas comme la fumée, c'est pas plus léger que l'air, donc ça va se propager uniformément. Okay. C'est la raison pour laquelle il y a en vente qui se branchent dans les prises électriques aussi. Oui, ça sauve des vies, là. Vraiment. Puis, on le vit. À chaque année, là, de plus en plus, on a des appels, avertisseurs en fonction. Les gens ne le savaient pas, puis le taux est très bas, mais avec le temps, là, quand on vit là-dedans, avec le temps, ça devient très... c'est très sournois comme... Ouais. Est-ce que notre réaction doit être la même avec le détecteur de monoxyde de carbone qui se déclenche qu'avec mon détecteur de fumée? Je fais juste devant puis je reste là? Appelez-nous. Non, c'est mieux d'appeler. On ne prend pas de chance. Nous, on arrive, on ventile. Puis avec nos détecteurs de gaz, nous, on est capable d'y aller avec une
une précision beaucoup plus importante là, que le détecteur résidentiel. Donc, on vient, on ventile, puis on trouve surtout la source avec vous là, de qu'est-ce qui cause ça, pourquoi. Ça peut être des fois un bris au niveau du poêle à bois ou une soudure qui lâche ou un tuyau de cheminée avec la vibration qui va bouger. Ouais. Donc, toutes sortes de petites choses qui peuvent arriver comme ça. Là. C'est quoi les causes là, les plus répandues d'incendie? Cause d'incendie, c'est la cuisine. Un incendie sur 4 dans la cuisine, c'est là que ça se passe. Donc, 25 des... Je disais que c'est souvent aussi dû à des distractions. Là, on voit encore je dirais pas de gros mots, mais le cellulaire comme étant une autre distraction souvent qui pourrait être évitée, en fait. Tout à fait. Les feux de cuisson, on voit ça souvent, des vêtements amples, le téléphone qui sonne pendant qu'on fait cuire quelque chose, ou mettre une assiette en aluminium dans le micro-ondes, toutes des choses, des distractions parfois qui sont... Mettre de l'eau à bouillir, l'oublier là, aller faire autre chose. Les légumes qui cuisent, on va faire un tour à l'épicerie, donc des petites choses comme ça. Là, pendant que le four chauffe, on part. C'est tout C'est sûr qu'on fait à manger 3 fois par jour, donc les risques sont beaucoup plus présents. Tous les accessoires de cuisson sont dans la cuisine, donc il faut redoubler de prudence aussi. Le temps des fêtes approche tranquillement, je veux pas. Plus vite qu'on pense tout le temps. Les beignes approchent, donc friture dans l'huile, c'est interdit. Il faut faire ça dans une friteuse homologuée. C'est interdit? C'est interdit. Selon la réglementation, donc faire de la friture dans un bain d'huile, si c'est pas dans une friteuse thermostatique. Oui. C'est interdit. Ah oui, je savais même pas ça. Bon, qu'est-ce qu'on vérifie là? On se dit, ça y est, je vais prendre ça en main chez moi. Là. Qu'est-ce que je vérifie? Qu'est-ce que je fais? On priorise la vie toujours. Prioritairement, avertisseur de fumée. Est-ce qu'il y a une batterie, premièrement? Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que j'en ai un par étage? Puis est-ce que sa durée de vie est bonne? Combien de temps c'est bon un avertisseur de fumée? Si je vous pose la question. 10 ans? Exactement. Donc, entre 10 et 12 ans, dépendamment des fabricants. Oui. Sur l'avertisseur de fumée, il y a toujours une date d'expiration. Donc, on change ça, on ne prend pas de chance. S'il n'y a pas de date, c'est qu'il y a plus que 10 ans, on le change. Qu'il soit électrique ou à batterie, ça reste 10 ans. C'est ça, j'allais te demander. S'il est électrique, là, il est branché, j'ai-tu une batterie à changer quand même? La majorité du temps, il y a une batterie de backup à l'intérieur. Oui, en cas de panne. En cas de panne électrique. Donc, on regarde ça, on change la pile quand même, on ne prend pas de chance. OK. Et puis, moi, là, j'ai un extincteur dans ma cuisine. Comment je fais pour savoir s'il est encore bon? J'ai jamais touché, moi, là. Excellente question. Tu devrais regarder la première capsule de prévention. Oui, je les ai pas toutes regardées. L'extincteur, on vérifie premièrement le manomètre. Il faut que la petite aiguille soit dans la plage verte. Ça veut dire que la pression dans mon avertisseur de fumée est bonne. OK. On peut le brasser un peu pour éviter que la poudre colle ensemble. Des fois, avec la condensation, ça peut créer là, de l'humidité à l'intérieur. S'il y a un boyau, on s'assure que le boyau est libre. Donc, il n'y a pas d'obstruction au niveau du boyau. Puis, il y a toujours une petite goupille qui est là. Donc, on s'assure que la goupille est bien en place parce que la goupille, c'est ce qui empêche que l'extincteur se déclenche si on appuie sur la poignée du haut. OK. Donc, on vérifie ça. Idéalement, une fois par mois. Au minimum, une fois par année, on fait une inspection complète de notre extincteur, qu'il n'y ait pas de rouille dessus, que les manomètres soient bons, en bon état. Puis, on change la poudre à quelle fréquence dans un extincteur résidentiel? Est-ce que c'est à chaque année, aux 2 ans, aux 3 ans, aux 6 ans, aux 10 ans? Résidentiel, je ne sais pas. Normalement, on change la poudre aux 6 ans. Aux 6 ans, puis on fait ça où? Vous faites ça, une entreprise spécialisée. Tapez ici, là, extincteur, là, vous avez... Est-ce que c'est moins compliqué d'en acheter un autre? C'est pas moins compliqué, ça dépend. Il y a des extincteurs avec une tête en plastique. Souvent, ceux-là sont moins... Ceux-là, on recommande là, de vous en acheter un nouveau. Mais habituellement, quand il y a une bonne tête en métal, un 5 livres, parce qu'on demande d'avoir un 5 livres. Les petits de 2,5 livres, c'est un peu trop petit. Donc, 5 livres en métal avec une tête en métal. Souvent, un remplacement de poudre va coûter entre 20 et 25 ça vaut la peine. Tandis qu'un extincteur neuf coûte environ 50 Donc, ça vaut la peine, là, une fois à tous les 6 ans, de l'envoyer au test puis de faire un changement de poudre dedans. Puis je pense en plus, quand on est dans la semaine justement de prévention des incendies, il y a souvent, c'est le temps là, d'avoir des bons deals. C'est le temps de regarder ça, absolument. Oui, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, puis on passe également en prévention. Donc, si on passe ou si vous passez, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez nous voir à la caserne ou nous appeler pour avoir des informations. On est là, ça nous fait plaisir. Il ne faut pas avoir peur de vous déranger. Je pense que ça doit arriver souvent. Hein, un petit feu, on veut l'éteindre nous-mêmes, on attend un peu, on ne réagit pas tout de suite. Quand est-ce qu'on juge que c'est un assez gros feu qu'il y a devant moi? Là, pour que je vous appelle? Je pense que si on se pose la question, on a déjà notre réponse. Est-ce que je devrais appeler les pompiers? La question est déjà posée. On ne prend pas de chance, ça ne coûte rien. Ça fait partie du service qu'on offre. On se déplace, on vous donne des conseils, on fait des vérifications de plus. Puis ça évite des fois des mauvaises surprises un peu plus tard dans la nuit que le feu reprenne. Un peu moins agréable. Si le feu il prend, là, justement, là, bon, moi, je me dis, première chose, je sors de la maison. Oui.
c'est ça. On Idéalement. sort les animaux. On sort les animaux aussi. Oui, si vous êtes c'est capable, des- mais écoutez, le but, c'est de se mettre en sécurité. Oui. S'il y a le moindre danger, le moindre doute, on sort à l'extérieur. Les animaux, c'est triste, on ne veut pas que ça arrive, mais je veux dire, on priorise la vie humaine avant la vie des animaux. Puis Oui. nous, c'est la même chose. Si on arrive, on priorise la vie humaine. Si on est capable de sauver les animaux, on le fait, puis c'est sûr, ça fait partie de notre métier de le faire. Mais la vie humaine en premier, c'est certain. Puis, avec votre extincteur, c'est important, si vous en avez un, vous pouvez essayer, mais le moindrement que vous voyez que ça ne fonctionne pas ou que ça prend de l'ampleur un peu, on sort à l'extérieur. Si je suis pris, Oui. je peux pas sortir. J'ai pas de sortie de secours ou je m'en suis pas rendu compte, il est trop tard, c'était la nuit, je suis entourée de fumée, qu'est-ce que je fais? Bien, s'il y a une fenêtre, idéalement, vous bloquez votre porte. Puis s'il y a une fenêtre, essayez de vous mettre à la fenêtre pour qu'on vous voie, de faire des signes, ajouter un morceau de linge par la fenêtre. Là. C'est des situations qu'on ne veut pas vivre, mais Non. c'est des choses qui se produisent. Donc, si ça arrive, essayez de se faire le plus visible possible, puis essayez d'amener le moins d'air possible au feu pour éviter qu'il se propage. Si je veux me faire un plan Oui. d'évacuation, Très bonne, j'ai lu sur votre site très bonne idée. que C'est je une très devrais bonne me idée. faire un plan d'évacuation de la Oui. maison avec les enfants, Oui. tout ça. À quoi je pense quand je fais mon plan? C'est quoi les... Est-ce que je me fasse un plan A, un plan B, un plan C? Le but prioritaire du plan d'évacuation, c'est que les enfants sortent à l'extérieur puis que les parents sortent par le même endroit, pour pas que les gens se cherchent à l'extérieur. Souvent, la problématique qu'on va avoir, c'est qu'il y a des gens qui vont sortir par l'avant, par l'arrière, puis là, ils cherchent à l'extérieur, puis là, c'est la panique un peu. Juste d'en parler en soi, c'est ça, faire un plan. Pendant une journée qui pleut, l'hiver, il fait pas beau, il neige, on fait un exercice. Si l'avertisseur de fumée sonne, juste le faire entendre aux enfants pour qu'ils s'habituent au son, pour Oui. qu'ils sachent qu'est-ce que c'est. Si on ne leur apprend pas, ils ne le savent pas. Donc, de le faire quelques fois, on développe le réflexe de « Oh, OK, on se lève, on sort au lieu de se cacher. » Donc, on essaie de voir est-ce que mon frère est là, est-ce que ma soeur est là, est-ce que papa, maman est là. Où sont mes sorties? Où sont mes sorties, puis est-ce qu'on s'est donné un point de rassemblement à l'extérieur? Si le feu, on sort à l'extérieur à l'arrière, bien, on se rencontre à l'arrière. Si on sort à l'avant, on se rencontre à l'avant. C'est vraiment, c'est un peu ça, faire un plan. C'est pas mauvais de faire un plan de la maison en tant que tel, mais je pense que vous connaissez bien votre maison. Normalement, J'ai pas besoin de mettre des affiches à toutes les sorties, vous êtes ici, là. pas du tout. Je pense Non. que d'en parler une fois ou deux par année, c'est déjà bien autour d'un souper à un moment donné, là. Ça peut déjà être excellent de faire ça. Ben oui. Si on se rend compte que notre extincteur est plus bon, on peut le jeter à la poubelle? Bien, écoutez, vous pouvez nous l'apporter. Nous, on fait toujours des pratiques. Ou si vous voulez faire une pratique avec, vous pouvez. Vous mettez votre grosse poubelle verte sur le côté, puis faites un petit test, voir qu'est-ce que ça fait quand on utilise notre extincteur. S'il est plus bon, c'est sûr que s'il n'y a plus de pression dedans, puis qu'il y a une vingtaine d'années, bien là, écoutez, ça ne marche plus, mais vous pouvez nous l'apporter. On a ce qu'il faut à la ville là, pour la récupération des extincteurs. Ça va pas à l'écocentre, là. Ça ne va pas à l'éco-centre, à moins qu'on le défasse vraiment tout en morceaux, là, mais sinon, on va s'en occuper, il n'y a pas de problème. OK. Finalement, c'est quoi vos prochaines activités là, au niveau de la prévention? Là? Vous êtes toujours là-dedans, finalement? On est toujours là-dedans. Là, on a mis un terme aux visites de prévention résidentielles avec le contexte actuel. Et c'est certain qu'on essaie de faire des petites capsules humoristiques. On continue la prévention téléphonique. On a fait on a fait aussi des checklists pour les résidences pour personnes âgées. Les écoles, donc, mettent à jour le plan de sécurité incendie. Au lieu de faire des évacuations, on ne peut pas le faire. Donc, on s'y prend autrement. Donc, on a fait de la documentation. On a sorti des pamphlets aussi sur les extincteurs, avertisseurs de fumée, monoxyde. Donc, c'est bien. On travaille un peu d'une autre façon. On essaie d'aller rejoindre les gens de façon humoristique ou avec des appels ou avec des courriels, là. Question que les plans de sécurité restent quand même à jour malgré la pandémie. Oui. Bon, merci beaucoup, Merci M. à- Dubé. Merci à toi. Bon hiver, bon Oui. automne, en espérant que tout le monde suive bien vos consignes, Sous vos le signe- recommandations. Sous le signe de la prudence. Oui, exactement. N'oubliez pas, les cendres chaudes, ça va dans un contenant métallique. Important. Merci beaucoup, Jean-François Dubé. Merci, Lydia. Merci à vous également. Merci, Ariane, d'avoir été là. On se revoit une prochaine fois à une prochaine émission de Ça se passe chez vous. Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix.